Bienvenue à la soirée des grands entretiens de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je suis Alem Amar, la doyenne de la faculté, et je suis très heureuse ce soir de venir célébrer avec vous la profession enseignante. Une profession considérée comme le pilier de l'éducation, donc de la société, mais qui est en même temps mal comprise et rarement reconnue à sa juste valeur. On entend souvent dire qu'enseigner est une vocation, ou encore que les enseignantes et enseignants ont de la chance parce qu'ils ont un emploi stable, parce qu'ils jouissent de 3 mois de vacances, parce qu'ils enseignent seulement 5 à 6 heures par jour, durant lesquelles ils n'ont qu'à tenir une classe, transmettre des connaissances et gérer quelques problèmes de comportement en recourant à des recettes déjà faites. Chacun de ces arguments peut faire l'objet d'une discussion. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un seul argument selon lequel enseigner, c'est transmettre des connaissances en faisant appel à des pratiques standards. Je lis déjà dans les pensées de mes collègues, mais je vais continuer. Une partie de ce mythe émane de notre expérience d'élèves du primaire et du secondaire. Cette vision, malheureusement, est également nourrie par le mouvement des données probantes qui prescrit des pratiques qualifiées d'efficaces. Le tout dans l'optique de standardiser l'enseignement, laissant croire que l'acte d'enseigner consiste à appliquer de simples pratiques généralisables à tous les contextes. Or, cette compréhension lacunaire de la profession enseignante est risquée car elle ouvre la porte à de nombreuses dérives, particulièrement dans les périodes de grande crise comme celle que nous traversons actuellement. Il est important aujourd'hui, surtout à l'occasion de la semaine des enseignantes et des enseignants, d'avoir une compréhension éclairée et juste de la profession enseignante, car comprendre sa réalité et sa complexité est un premier pas vers une valorisation pour laquelle nous devons tous militer. Peut-on avancer vraiment l'idée qu'enseigner est un acte simple et standardisable qui se base sur des recettes toutes faites que l'on peut se procurer facilement et rapidement? La question se pose-t-elle vraiment alors que la tâche des enseignantes et des enseignants se complexifie à tous les points de vue, notamment en raison de la composition de leurs classes? Les classes québécoises sont de plus en plus hétérogènes, regroupant des élèves en difficulté, des élèves grandement touchés par différentes formes de défavorisation, des élèves provenant de milieux familiaux qui ne sont pas en mesure de compenser ce que l'école ne peut pas, ce qui ne se fait pas à l'école, des élèves avec différents parcours migratoires, des garçons de plus en plus désintéressés de l'école, et la liste serait longue si elle devrait être exhaustive. Il faut ajouter à cela que la migration des élèves vers les établissements privés et vers les programmes particuliers et hyper sélectifs au public augmente la concentration des élèves à risque dans les classes régulières. Pour faire face à cette réalité, nos enseignantes et nos enseignants doivent mobiliser des connaissances professionnelles dans tous les domaines de l'éducation, en gestion de classe, en évaluation, en enseignement et en transposition didactique. Ils doivent aussi prendre en considération les spécificités de leurs élèves, leurs difficultés d'apprentissage, leur environnement familial et socio-économique, leur bagage linguistique et culturel, et la liste continue. Ils doivent le faire en veillant au respect des élèves, à leur épanouissement et à la réussite de tous. Ils doivent bien entendu faire preuve d'empathie, être innovants, créatifs, inclusifs, réflexifs et collaboratifs avec l'équipe école, avec les parents et avec tout autre acteur communautaire.
Il s'agit ici d'une partie des apprentissages incontournables qu'ils doivent mobiliser à différentes doses chaque jour. Remarquez bien que je n'ai même pas parlé de français ou de mathématiques ou de sciences. Alors, si quelqu'un a une recette magique ou même un début de recette pour accomplir la tâche que je viens de vous décrire, je suis preneuse. Bref, enseigner n'est pas une vocation. Ce n'est surtout pas une tâche simple. Enseigner est une profession qui exige une formation digne de son nom et à la hauteur de la responsabilité que nous conférons aux enseignants et aux enseignantes, celle de former les citoyens et les citoyennes de demain. Vous allez me dire, mais Alem, tu es en train de décourager les personnes désireuses d'embrasser cette profession. Pas du tout. Je suis juste en train de rappeler qu'il ne faut pas sous-estimer la tâche de nos enseignantes et de nos enseignants et que la reconnaissance qu'on leur doit cette semaine et à tous les jours n'est pas un privilège, mais surtout un devoir. Aux personnes qui pensent devenir enseignantes et enseignants, je dis le suivant. La profession enseignante peut être merveilleuse et extrêmement gratifiante. Elle vous donne le privilège de travailler auprès des jeunes toute votre vie, de les émerveiller, de les aider à apprendre, de les soutenir dans leur développement, de les amener là où ils sont en mesure de se rendre si on les accompagne avec conscience et amour. C'est toute la noblesse de cette profession, porteuse de notre société de demain. Je termine avec les conseils de notre collègue Maurice Tardif, qui a consacré sa vie à la recherche sur la profession enseignante et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. En s'adressant aux enseignants qui fêtent cette semaine, il dit le suivant. « Continuez à soutenir les élèves, à croire en eux. Ils ont besoin de vous. N'oubliez pas de dire aux élèves qu'ils sont capables d'apprendre. Motivez-les. Soutenez-les dans leur apprentissage. Ça va être votre récompense de former des jeunes de la nouvelle génération de Québécois et de Québécoises. Il n'y a rien de plus important comme mission au Québec. » Alors, je suis honorée ce soir d'animer l'événement qui comprend deux parties. La première marque le lancement de la série des entretiens de la Faculté des sciences de l'éducation. Cette série est mise en place pour débattre de l'éducation, de ses enjeux, dans l'optique d'y remédier. Pendant 1 heure, nos 3 panélistes, Madame Marie-André Chouinard, rédactrice en chef du Devoir, Monsieur Franz Saint-Élimier, chancelier, je m'excuse, de l'Université de Montréal, et M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, s'engageront dans un échange animé par la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Mme Pascale Lefrançois. Cet échange sera suivi d'une période de questions du public. La deuxième partie sera consacrée à la remise de 2 prix. Le premier prix de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UDM récompense des enseignantes et des enseignants associés qui contribuent à la formation de la relève en accompagnant nos stagiaires et futurs enseignants et enseignantes. Le deuxième prix souligne le grand engagement et le travail innovant de nos diplômés. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Madame la vice-rectrice et à nos panélistes. Merci. Merci, Madame la doyenne. Bonsoir à tous. Madame la doyenne a oublié de mentionner un détail. Je suis professeure à la Faculté des sciences de l'éducation aussi, et j'en suis toujours très fière. Alors, je vous remercie pour cette belle invitation, pour l'organisation de cette belle soirée qui sera, je le signale tout de suite, enregistrée pour la postérité. Donc, vous le saurez quand vous viendrez au micro tout à l'heure. Alors, bienvenue à nos 3 invités que nous avons tous très hâte d'entendre.
Le thème de notre activité de ce soir, l'importance de l'éducation dans notre société toujours en évolution, a quelque chose d'éternel. Mais il est en même temps d'une actualité brûlante en février 2023, car quand on pense à une société toujours en évolution, on peut penser à une société qui vit une pénurie de main-d'œuvre, qui vient de traverser une pandémie, qui doit relever des défis des changements climatiques, qui vit sur une planète qui connaît encore des guerres et des inégalités sociales. Dans tout ce contexte où toutes sortes de disciplines ont leur place, et elle est très importante, quelle est la place de l'éducation? Quelle est l'importance de l'éducation dans une société comme celle-là? Pour réfléchir à ces questions avec un regard neuf, nous avons choisi de porter un regard externe sur le milieu de l'éducation dans notre société en invitant 3 personnes qui ne travaillent peut-être pas directement dans le domaine de l'éducation, mais qui, comme on le dit familièrement, ont l'éducation tatouée sur le cœur. Hein? Ah ben, je suis content. Je pensais que c'était une erreur. J'ai pas vu votre cœur, mais... Non, mais de venir de l'extérieur, ben oui. Pas du tout, oui. pas du tout. Mais... Ça, pour le tatouage, là, je n'ouvrirai pas ma chemise, mais vous avez bien saisi. Je suis sûr que c'est... Alors, c'est pour ça qu'on vous a invité, parce qu'on sait que vous avez l'éducation dans la tête et dans le cœur, tous les jours. Alors, je commence par vous expliquer le déroulement de notre activité. Alors, moi, je vais être celle qui donne les consignes. Hein? Il en faut toujours une dans une classe. Ah oui, professeur. Hein? C'est ça. Alors, nous allons aborder 4 grands thèmes successivement, 15 minutes pour chaque thème. Pour chaque thème, je vais vous lire les questions que nous avions envoyées d'avance à nos invités pour qu'ils puissent commencer à y réfléchir. Je vais leur donner la parole à tour de rôle, en changeant l'ordre d'une question à l'autre pour leur faire des surprises. S'il nous reste du temps à l'intérieur de chaque bloc, je vais les inviter peut-être à réagir aux propos de leurs collègues qui les auront précédés, à réagir pour compléter, pour avoir des contre-arguments, pour débattre peut-être ou pour compléter. Et je vous invite dans la salle à prendre en note vos questions parce que nous garderons une certaine période de temps pour que vous puissiez venir au micro et poser vos questions ou faire vos commentaires à l'intention de nos invités. Donc, sans plus tarder, j'y vais avec notre premier thème. L'école et la classe, des lieux essentiels pour inspirer et favoriser le bien-être des élèves. Alors, les questions qu'on se pose. Comment l'école, les enseignants et l'environnement scolaire ont-ils pu vous inspirer, tous les 3? Avez-vous eu des enseignantes et des enseignants marquants? Comment vous ont-ils inspiré ou marqué? Et comment, à votre avis, ces enseignantes et ces enseignants vous voyaient-ils ou vous voyaient-elles quand vous étiez leurs élèves? Donc, je commencerai par Mme Chouinard. Oh, c'est moi qui plonge. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous, passionnée de l'éducation, acteur de l'éducation. Moi, je suis, juste pour vous situer un petit peu, là, je suis une journaliste qui a couvert l'éducation pendant des années. Et en plus d'être tombée dans la marmite de l'école très petite, parce que j'ai une mère enseignante et j'ai un père qui a fait toute sa carrière à l'Université Laval, l'école et l'éducation, ça a toujours fait partie de ma vie. Et maintenant, comme journaliste, rédactrice en chef, mais éditorialiste, je suis encore très passionnée, j'observe tout ce qui se passe et Dieu sait qu'il s'en passe des choses. Moi, ce qui m'a le plus intéressée dans votre question, c'était est-ce que j'ai eu des enseignants marquants? Et là, je voudrais vous parler d'Evelyne, d'Yvon et de Pierre. Evelyne, c'était ma prof de maternelle. Il était une fois. Il était une fois, une petite Marie-André gênée. En fait, les profs de maternelle, je ne sais pas s'ils savent, mais ils sont... ça passe ou ça casse en maternelle. Hein? Tu aimes ou tu n'aimes pas ton expérience. Pour moi, le préscolaire, là, c'est la porte d'entrée. C'est là où franchement, l'école devient une expérience qu'on va aimer ou peut-être plus ou moins. Alors, Evelyne, c'était la poursuite ou l'extension de ma mère, les bras consolants, la bienveillance, la douceur. Plus tard, au secondaire, il y a eu Yvon. Alors, moi, à l'école, j'étais une studieuse. J'avais des bulletins plutôt bons, sans faire mon arrogante. Mais en physique, c'était une catastrophe. En physique, c'était... franchement, j'ai passé des heures à essayer de comprendre cette matière. J'étudiais... Alors, désolée pour ce magnifique campus des sciences, mais la bosse des sciences, c'est moi. Et Yvon, mon prof de physique, il était tellement désolé de ça. Il était, plutôt que d'être
comment dire, intransigeant ou impatient face à mes échecs, qui était plutôt conciliant, aidant, soutenant. Alors, même si cette matière a été celle que j'ai le plus haïe, ce professeur a été, franchement, très marquant. Je me souviens d'une fois où j'étais dans la classe, vraiment la larme à l'œil, j'avais eu, je pense, 40%. Puis je vois Yvon sur sa tribune en avant qui me regarde avec une petite face de « ça n'a pas bien été, mais on va peut-être y arriver », tu sais. Et Pierre, bien, Pierre, c'est l'université. Je vais vous donner son nom de famille parce que c'est quand même un illustre personnage, c'est Pierre Bourgault. Et je l'ai eu comme prof à l'UQAM en communication. J'avais choisi le cours, comme plusieurs voulaient avoir Pierre Bourgault comme prof, le cours d'expression orale. Et on avait donc le travail qu'on devait faire sans cesse, c'était choisir un sujet d'exposé puis venir débattre devant tout le monde. Et moi, du haut de mon arrogance d'une fille de 20 ans, j'avais choisi la langue française, le sujet de prédilection de Pierre Bourgault. Je m'étais fait, ramasser, solide. Mon argumentaire était probablement, mais tu sais, quelle idée d'avoir choisi un sujet où il était le maître, toute catégorie. J'aurais peut-être dû parler de physique. Oui, j'aurais peut-être dû parler de physique, mais ce dont je me rappelle de tous ces personnages, c'était l'exigence. Donc, il y avait un niveau d'exigence, mais avec de la bienveillance. Et je pense que ce qu'ils ont retenu de moi, c'était la curiosité. Et cette curiosité-là, bien, c'est ce qui fait que je suis journaliste dans la vie. Donc, ça m'a, dans le fond, défini tout au cours de ma vie. Donc, l'école a été pour moi un lieu vraiment magique et inspirant. Très inspirant, merci. Monsieur Saint-Elmy. Oh, wow! Bon, premièrement, j'aimerais vous applaudir pour cette initiative parce que moi, je me considère comme un produit de l'éducation. Donc, il n'y a pas de Franz Saint-Elmy, chancelier de l'Université de Montréal, entrepreneur, ingénieur, bénévole. S'il n'y avait pas des professeurs, des éducateurs qui m'ont inspiré. Puis je vais vous dire, pour moi, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est quand un de mes professeurs, c'est M. Jeune, qui m'a dit, moi, mon travail, c'est d'amplifier tes forces. C'est te permettre de voir que tes forces vont pouvoir éteindre tes faiblesses. Pas d'essayer d'éteindre tes faiblesses parce qu'ils vont toujours être avec toi, mais d'amplifier ce que tu es et de t'assurer que tu as les outils nécessaires pour que tes forces soient toujours au-dessus de tout. Donc, alors, ça, c'est M. Gérard Jeune à l'école primaire, mais j'en ai d'autres. M. Sabat qui m'a dit, M. Franz Saint-Elmy, ce serait une tragédie si vous laissez votre capacité à la maison quand vous rentrez dans ma salle de classe. Mais c'est des gens qui avaient à cœur de développer les étudiants. En fait, c'est surtout aussi des gens qui prenaient leur profession au sérieux. C'était des gens qui avaient très peu, à part leur connaissance et leur intérêt pour le développement de jeunes. Et ça, pour moi, ça m'a marqué. Puis, en fait, ce qui est intéressant dans ma vie de tous les jours, c'est que je peux toujours retourner à quelque chose que je fais de bien grâce à un professeur. Par exemple, je suis quelqu'un naturellement gêné. Et un jour, M. Créviot, professeur de théâtre et de poésie, il cherchait des volontaires pour aller dans son cours de théâtre parce qu'il voulait monter une pièce de théâtre. Et là, Et moi, je me cache. Tu t'étais caché derrière ton je me cache. Oui, je t'imagine. Et là, il a été me voir et il a dit, vous seriez un excellent acteur. Et j'ai dit, non, non merci. Il me dit, Monsieur Franz, le jour que vous allez comprendre que toute votre vie, vous allez être on stage, vous aurez gagné. Donc, vous devez apprendre à articuler, vous devez apprendre à gesticuler, vous devez apprendre à vendre, vous devrez apprendre à communiquer quelque chose que vous êtes mal à l'aise. Donc, le cours d'art dramatique, c'est essentiel que vous le preniez.
Donc, aujourd'hui, souvent, les gens me disent, tu es un très bon orateur, tu as une très bonne diction, tu as une façon de communiquer. Ça, c'est grâce à M. Créviot. Quand je parle de Mrs. Bagwell ou Mrs. McDougall, qui me disait l'importance d'avoir un anglais aussi fort que mon français, que mon créole. Donc, qui me forçait à pratiquer et à répéter des mots en anglais qui étaient très complexes, compliqués pour un créole comme moi ou un francophone. Je prends un autre exemple aussi, Mme Azuelos, qui me disait, dans la nature, tout se recycle. Donc, mes cours d'écologie, de dire que ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le recevoir plus tard. Sauf que si vous faites du bien aujourd'hui, si vous plantez comme il faut, vous allez recevoir à travers la croissance de la nature. Il faut apprendre à comprendre que la nature, dans le fond, c'est comme l'humain. Si vous y investissez aujourd'hui, vous allez recevoir demain. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces professeurs-là qui, leur savoir, mais aussi leur façon de voir le monde, m'ont façonné. Donc, vraiment, quand je dis l'homme à multifacettes, ce sont ces professeurs-là qui m'ont façonné, qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis aujourd'hui, mais surtout aussi que j'ai le tempérament que j'ai aujourd'hui. Bravo. Wow! Merci. Et Monsieur Sirois, maintenant? Ben oui, écoute, entre nous, c'est comme si on jase comme ça au coin de la table, on est juste entre nous, n'est-ce pas? Ben oui. Mais on partage ça. Moi, je suis devenu orphelin de père tout jeune. Et pour moi, ça a été un événement évidemment dramatique de se retrouver dans une famille avec une maman qui était démunie. Puis quand on dit que ça prend un village pour élever une personne, ben ça a été ça. Moi, ça a été mes professeurs, ça a été tout un parcours là, qui a débuté en deuxième année avec Rita, quand j'ai eu 40 ans, pour mon anniversaire, j'ai retrouvé le numéro de téléphone de mon professeur Rita, de deuxième année, qui était celle qui, pendant qu'à la maison c'était le drame, qui gardait le cap, qui gardait la discipline, qui s'assurait qu'il y ait une structure dans la vie et qui assurait de me mettre sur les voies correctement. Je l'ai appelée à 40 ans pour la remercier. Quand elle m'a reconnu, elle était sûre que quelqu'un était mort. Pourquoi vous m'appelez? Ben oui, pour vous remercier. 40 ans plus tard, cette voie-là qui a été tracée. Et cette voie-là, elle a rebondi sur différents professeurs. Mais moi, je vais amener l'emphase sur tout ce qui se passe dans l'école, en plus de ces individus-là, parce que je pourrais vous en raconter encore plein d'autres. Hein. Mais c'est aussi le milieu de vie, toutes les activités qui se passent là, les expos sciences humaines de l'école Beaulieu, où là, on apprend à explorer un sujet, puis on le met en module, on le raconte, on le pitch, on le vend, on l'analyse, on le communique. Et j'ai trouvé, ça m'a donné ma vocation d'apprendre sur les technologies, d'en créer. Et puis, plus tard, j'ai appris qu'on pouvait pas juste créer des technologies, on pouvait créer des entreprises. Et ça aussi, c'est des professeurs qui m'ont enseigné ça. C'était des études plus avancées, mais ça a été le cas. Et là, donc le parascolaire, l'équipe de football que les professeurs des professeurs d'éducation physique avaient décidé d'organiser en trouvant des vieux équipements de Cowansville, parce qu'on était tous les jeunes pauvres du quartier. Il n'était pas question qu'on achète nos équipements. On avait des trucs déglingués. C'est pas grave, on avait du cœur au ventre. Puis on frappait fort. L'équipe d'impro, l'expédition au centre Terry Fox à Ottawa, le planétarium d'art, la visite, le camp d'été où la mère de Valérie nous chantait des chansons, puis on apprenait à faire de la musique, l'harmonium, le band de l'école, la pièce de théâtre finale. Et c'est des expériences de vie qui nous façonnent et qui sont pilotées par des professeurs qui vont plus loin et pour qui c'est un engagement incroyable, mais qui fait une grande différence. Fait que moi, c'est ces aspects-là que je voudrais faire valoir parce que c'est un peu dommage de penser qu'il se passe autant en parascolaire. Quand on pense
à l'intérêt des jeunes pour les sciences et les technologies. On parlait de comment mon bénévolat, moi, était dans le club des débrouillards, dans les expos sciences, dans les défis génie inventif. C'est heureusement qu'il y a ces ajouts-là pour amplifier ceux en théâtre, ceux en communication, ceux en culture, ceux en art, ceux en sport, pour amplifier la mission éducative de l'école. Mais moi, je trouve ça toujours dommage de penser qu'il faut investir si fort en parascolaire, en ajout, en extra, en à côté de l'éducation pour contribuer à cet enseignement-là et à créer ces étincelles-là dans l'esprit des jeunes. Alors voilà. Je vous remercie pour ça. Bravo. Ce sont des témoignages franchement très touchants et les souvenirs que vous rappelez, ce sont tous des noms de personnes. Hein? Vous avez nommé des prénoms, des noms de vos enseignants. J'espère, je m'adresse aux enseignants ici, peut-être que vous êtes présentement en train d'enseigner au futur chancelier de l'Université de Montréal, à la future rédactrice en chef du Devoir ou au futur innovateur en chef du Québec. On ne sait pas à qui vous enseignez présentement et voyez ce que ça peut donner comme souvenir positif. Tu sais, ce qui est magique, Pascal, c'est que c'est disproportionné, c'est infiniment puissant les quelques graines qui sont plantées à ce moment-là. C'est le petit geste, la petite étincelle, la petite idée, la petite tape dans le dos, le petit examen qu'on a réussi de sauver de 40 à 68. C'est des petits gestes, mais à cet âge-là, qui définissent l'ADN d'une personne et pour lequel une personne va jaillir et qui va grandir pendant des dizaines d'années. Donc, l'impact est infiniment grand. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Luc. Tu as utilisé un climat. Le climat de confiance, le climat de sentir qu'on est à la bonne place, qu'on ne se sent pas imposé, mais qu'on se sent à la bonne place et qu'on le vit, qu'on se l'approprie, cet espace-là qui est notre école. Et c'est ça, la force des enseignants, c'est leur capacité justement de transférer ce goût-là à des jeunes à très bas âge. Et Marie-André, en parlant de Pierre Bourgault, a parlé d'exigence et de bienveillance, cette combinaison, cette alchimie magique d'être des gens qui nous poussent à être le meilleur qu'on puisse être, de façon très exigeante, mais en même temps dans un geste du cœur. Et ça, on le sent, ça fait toute une différence. On parle de climat, ça m'amène au concept de milieu, hein, de l'école comme milieu. Un milieu en constante évolution et une profession de plus en plus exigeante. On parlait d'exigence des enseignants, mais la profession est exigeante. Donc, notre deuxième thème, on sait que l'enseignant doit être un pédagogue qui détient l'art d'enseigner, d'éduquer, qui a des capacités, des qualités essentielles pour expliquer, pour engager ses élèves, leur apprendre à apprendre. Au regard de votre expérience scolaire personnelle ou de votre rôle social actuel, dans quelle mesure l'école a joué ou joue encore son triple rôle d'instruire, de socialiser et de qualifier? Et là, je commencerai, par M. Saint-Elmy. Avec plaisir. En fait, c'est intéressant. Moi, si je me rappelle encore à mon enfance, tant au secondaire, au primaire qu'au secondaire et même au cégep, j'allais à l'école parce que chez moi, j'avais rien. Donc, pour moi, aller à l'école, c'était le fun. Parce que j'avais les cours d'école, j'avais les concours d'échecs, les concours de mathématiques, j'avais les cours d'art dramatique, j'avais aussi les activités parascolaires. Donc, il y avait une infrastructure qui était différente de la mienne, qui était supérieure à ce que moi, je pouvais avoir. Donc, moi, là, aller à l'école, j'allais en courant. Et mes amis aussi. Donc, ils étaient excités à l'idée de se retrouver parce qu'on faisait des activités et l'école pour nous était symbolique de « on a le goût d'y aller ». Oui, parfois, on mangeait la strap. Parfois, ça nous arrivait. Moi, je viens de la génération de la strap, puis j'ai pas de regrets en passant. Moi, j'ai des souvenirs vraiment plaisants de dire « ouch ». Parce que je le méritais, puis, et j'étais à l'aise avec ça de prendre la strap. Mais ce que je vous dis là, c'est ça, c'est que j'en parle, puis j'ai encore un peu de joie à dire que moi, je courais pour aller à l'école. Et aujourd'hui, je regarde mes enfants,
et ils vont à l'école de reculons. Parce qu'à la maison, ils ont une meilleure infrastructure pour apprendre. Dans leur tête, on a des ordinateurs qui fonctionnent mal, qui fonctionnent pas. Ils n'ont pas de Wi-Fi, ils n'ont pas ce qu'il faut. Et les professeurs sont débordés. Ils ont toutes sortes les professeurs ont toutes sortes de pressions d'un partout ailleurs, n'ont pas nécessairement le temps. Et quand elles prennent le temps, c'est 2-3 minutes parce qu'il y a d'autres élèves qui ont... Donc, il y a un stress incroyable. Dans les cours d'école, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. C'est plus les règles qui comptent que s'assurer de leur épanouissement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement où est-ce qu'on s'est mis des stress qui ne sont pas naturels. On s'est mis dans un contexte où est-ce que les restrictions prennent le dessus versus ce que je disais tout à l'heure, d'amplifier ce que l'enfant il aime, de lui donner un cadre pour qu'il puisse s'épanouir. Et je trouve que quand je parle aux professeurs de mes enfants et quand je les entends parler, je vois leur souffrance, je vois leur peine, parce qu'ils veulent ou elles veulent en faire plus. Mais évidemment, un gymnase qui est limité, une cour d'école qui est limitée, des règles qui sont limitées, les activités parascolaires des règles sont beaucoup plus... Avant, on prenait l'autobus, hein? Puis si moi, j'avais pas de lunch, ben, je pouvais manger le lunch avec le professeur. Aujourd'hui, c'est plus la même chose parce qu'il y a des restrictions alimentaires. Si un tel ne mange pas ci, tu peux pas aller dans ça. Alors, donc, je crois qu'il y a une réflexion à faire entre qu'est-ce qu'il y a à la maison et qu'est-ce qu'il y a dans le milieu scolaire. Parce que moi, si je reviens à quand j'étais dans l'environnement scolaire, moi, je courais pour aller à l'école. Et l'apprentissage se faisait vraiment dans un contexte où est-ce que j'avais le goût d'être à l'école. Et aujourd'hui, je vois que c'est une obligation d'aller à l'école parce que l'environnement n'est pas nécessairement aussi propice qu'il l'était à l'époque. C'est triste à dire, mais c'est une réalité que je vis moi aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Monsieur Sirois, est-ce que vous couriez, vous, pour aller à l'école? Ben oui, hein, oui, c'est sûr. Puis c'était pas relié aux moyens. On avait peu de moyens dans nos écoles. C'était cette vocation-là. Mais Pascal t'a amené la question, l'habileté de former. Instruire, socialiser, qualifier. Instruire, socialiser, qualifier. C'est sûr que là, moi j'ai trouvé qu'il y a un défi. Puis à deux niveaux. J'ai trouvé, encore une fois, quand je vois mes enfants, puis je les conseille comme parents, je leur dis, écoute, pense à ça là, comme une épreuve à passer. Serre-toi les dents. Oui, je sais que ça ne sera pas utile. Oui, je sais que tu apprends ça pour rien. Oui, je sais que ce n'est pas les bonnes choses à savoir. Oui, je sais que ça ne s'applique pas. Puis oui, je sais que c'est déconnecté. Puis oui, je sais que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas grave. Pense à ça comme une façon d'apprendre à être discipliné puis faire face à l'adversité. Parce que l'adéquation entre le savoir qui est transmis versus ce qui va être requis, et même l'adéquation des fois entre certaines qualités transversales des citoyens d'aujourd'hui, ben, elle n'est pas toujours là. Et on se retrouve à devoir, par exemple, la passion de créer des technologies, la passion de la créativité, la passion de l'invention, la capacité d'innover. Ben, il y en a qui réussissent à la garder malgré l'école et qui rallument la flamme une fois être sortis. Donc, heureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les classes, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, puis dans l'ensemble de l'école, il y a beaucoup d'autres choses qui permettent de développer ces choses-là. Mais souvent, il y a un problème d'adéquation de ce côté-là. Et c'est l'innovateur en chef qui nous le dit. Oui. Puis ça me fait de la peine parce que, vous savez, quand j'avais été nommé par le gouvernement au tout début, quand je réfléchissais avec Franz et avec tous les gens sur quoi prioriser pour avoir un impact réel. On fait plein de choses.
on regarde le financement de la recherche, on regarde... mais fondamentalement, ce qui va vraiment faire une différence, et c'est ce que je disais en jasant tout à l'heure, les grands sages parmi vous qui conseillez l'innovateur en chef et le conseil de l'innovation, arrivent rapidement à dire ce qui va vraiment faire une différence pour l'avenir de la nation, c'est l'éducation. L'éducation continue, l'éducation de la jeunesse, cette habileté mentale de curiosité, d'inventivité, de confiance en soi, de régler des problèmes, de prendre action, d'être révolutionnaire. Tu sais, les meilleurs innovateurs n'étaient pas nécessairement tous les meilleurs à l'école, parce qu'il y a une notion de rébellion, de questionnement, de refus, de ne pas accepter ce qui n'a pas de bon sens et d'être capable d'être des gens qui questionnent de façon constructive, parce qu'ils questionnent, ils renoncent, mais ils remplacent, ils améliorent. Et ça, c'est un processus à acquérir, je pense, dans la jeunesse et qu'on doit acquérir dans la vie. Et si on peut le semer à l'école, je pense qu'on va avoir des révolutionnaires extraordinaires. Tout à fait. Et être attentif aux réponses que les élèves vont nous donner. Oui. Madame Chouinard. Bien, tout ça est fort intéressant. Moi, j'ai un souvenir de l'époque où des enseignants s'évertuaient à m'instruire, me socialiser et me qualifier. À l'époque, c'était pas ça le mandat de l'école, mais ils le faisaient par la bande de toute façon. Puis, dans mon regard d'enfant, ça semblait quand même simple. On était assez calme. Il y avait un petit Kevin puis un petit Steve qui était tannant dans le fond de la classe. Mais c'était moi, ça. C'est ça. Un Franz, peut-être, qui avait couru pour aller à l'école puis qui continuait de courir dans la classe. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que mon souvenir est que c'était un milieu relativement sain, tranquille. C'était pas le chaos. Aujourd'hui, puis là, moi, j'ai traversé ma vie de mère de 3 enfants, donc qui ont cheminé dans l'école. J'ai vu l'évolution, même de leurs premières années de maternelle jusqu'à maintenant, sont à l'université. J'ai vu des changements. Les enfants ne sont plus les mêmes, il faut se le dire. Il y a une évolution du tissu social. Les enfants ne sont... Combien d'enfants en troubles graves de comportement maintenant dans les écoles, comparativement à il y a à peine 1-2 décennies? Et donc, de l'extérieur, comme journaliste, maintenant, je dirais, les enseignants, oui, ils ont la vocation, mais en plus, c'est des saints. Ce sont des saints et des saintes. Et cette triple mission d'instruire, socialiser et qualifier, honnêtement, je pense que de mon œil extérieur, j'ai plus l'impression qu'ils sont en mode survie, là. On n'est pas trop dans une logique de, bon, bien aujourd'hui, je m'évertue à socialiser, mais plus à dire, OK, aujourd'hui, comment j'y arrive? Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur tes enfants, parce que une chose qui est très dommage, puis moi-même, je participe à ça dans les écrits que je fais sur l'éducation, c'est que malheureusement, le discours sur l'éducation est aujourd'hui très négatif. Absolument. On en parle de façon négative. On parle des problèmes, on parle du manque de ressources, on parle du fait que le politique ne fait pas assez de ceci, que les syndicats ne font pas assez de cela. Et donc, on est toujours dans une logique de problématiques à régler, ce qui est normal parce qu'il y en a des problèmes. Les défis sont importants. Mais ça, je pense que ça finit par avoir un impact. Ça finit par avoir un impact. Et je pense qu'un des gros problèmes, on a parlé beaucoup de valorisation de la profession enseignante, ça me semble être une clé, mais au-delà de ça, la valorisation de l'école. L'école, c'est quand même un secteur où tout le monde a une opinion. Tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde a une opinion. J'aime ou j'aime pas l'école. Malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas eu une bonne expérience à l'école, qui n'ont pas tendance ni à défendre les enseignants à la maison, ni à valoriser le... Et je me souviens, je ne sais plus en quelle année, mais j'avais fait un gros dossier vraiment passionnant sur, j'avais appelé ça les parents rois. C'était pas les enfants rois, c'était les parents rois. Puis là, les enseignants m'avaient raconté des choses ahurissantes, là, tu sais, qui non seulement, c'était la génération des anciens enfants rois qui étaient devenus des parents et qui dictaient littéralement aux enseignants quoi faire dans une classe.
Alors moi, ça, je trouve ça dommage. Puis pour moi, de l'extérieur, comme je disais, j'ai l'impression que les enseignants sont vraiment en mode survie. Puis une dernière chose que je voulais dire également, c'est que je trouve que la mission de qualification a pris trop d'espace. On a des petits bouts de chou qui se font dire en je ne sais plus quelle année, vas-tu choisir tel parcours ou telle branche parce que plus tard, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu faire de la science pure? Vas-tu faire... Et donc, je comprends l'idée de diplômé, de formation qualifiante et tout, j'en suis, mais je pense, moi je suis une romantique et donc j'ai une vision romantique de l'éducation et je trouve qu'il faut se concentrer davantage sur les connaissances de base. Bon, je suis partisane des sciences humaines, vous n'allez pas être étonnés, je ne devrais pas dire ça ici, mais... Mais c'est le fun, la physique. Ah, c'est le fun, la physique. Ben oui, c'est sûrement le fun, mais j'ai malheureusement pas eu cette expérience-là. Mais d'autant plus que la formation qualifiante, c'est qu'aujourd'hui, les qualifications doivent évoluer tellement rapidement et le savoir, il est tellement facilement accessible que c'est vraiment peut-être plus ça là, qui est l'essentiel. C'est ça. Et donc, c'est ça, on parle beaucoup de chemin, de droite ligne vers une profession, puis on oublie que l'école, à la base, c'est des connaissances. C'est le jugement, c'est la l'esprit discipline, critique, la créativité, l'inventivité, la capacité de connecter, la capacité de juger, la capacité d'écrire, de communiquer, de le faire, de convaincre, comme Pierre Bourgault. Oui. C'est pas ça qu'il appelait les compétences transversales? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ah, je sais pas. Ça m'amène à notre troisième thème, qui est quand même la pièce de résistance. Oui. On avait beaucoup de questions sur notre troisième thème, les enjeux, les défis de l'éducation. Donc, je vais y aller avec les deux grands blocs de questions. D'après vous, là, quels sont les principaux enjeux et défis auxquels l'école devrait aujourd'hui mieux répondre? Quel rôle social souhaitez-vous voir l'école assumer davantage? Quels sont les plus grands risques à considérer dans le cadre des changements à apporter pour mieux répondre à ces enjeux et ces défis? Quelle serait la démarche à suivre pour que les changements souhaités puissent se réaliser de manière durable? Quels seraient les principaux faux pas dont on devrait se méfier? Puis, dans vos secteurs respectifs, est-ce qu'il y a des actions que vous pourriez mettre de l'avant pour que les changements souhaités puissent être apportés de manière durable, qu'on évite les faux pas? Puis, quel pourrait être votre rôle dans votre position actuelle dans la valorisation de l'école et de la profession enseignante? Rien de moins. Donc, je vais commencer par M. Sirois. Ben oui, c'est mon tour à commencer avec ça. Je suis un peu prévisible. Allez-y. Bon, répète-moi-en une. Oui, bien, votre rôle social à vous? Le rôle social? Oui, pour valoriser l'école, pour valoriser la profession enseignante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour valoriser l'école et la profession? Bien, c'est tellement important que ça devrait devenir partie du discours en tout temps. C'est pour ça que l'innovateur en chef est ici pour parler d'éducation. On le disait tout à l'heure, je faisais des blagues en disant, j'espère, vous prenez des gens de l'extérieur, mais les gens de l'extérieur doivent le mettre en lumière, puis le valoriser. C'est d'abord et avant tout. Vous allez voir aussi comment, avec la réflexion des gens de l'économie et de l'innovation, le talent, le savoir et d'être une société apprenante, ben ça doit être la norme aujourd'hui. C'est déjà la norme. Donc, comment arriver à faciliter cet état de fait-là? Comment faciliter d'être continuellement dans un parcours d'apprentissage? Oui, pour le savoir-faire, parce qu'il y a de plus en plus de savoir-faire à acquérir et on doit se réinventer comme professionnel, comme gens de métier, faire face à des grandes transitions de la technologie, des industries, des métiers. Donc oui, comment faciliter ça? Mais comment faciliter justement l'ambition, le sens de l'histoire, le sens du devoir, l'aspiration à bâtir une nation, à marquer l'histoire, comprendre l'histoire et comprendre comment l'humanité évolue, comment l'humanité fonctionne,
pour être capable d'être une nation à la hauteur des grands défis d'aujourd'hui. Parce que, à mon avis, la science, on est dans un palais de la science ici, hein, et ça, la science, elle a des mécanismes qui permettent de... La science va avancer seule. Espérons qu'elle ne va pas avancer sans nous, là, mais la science a tout un mécanisme qui fait qu'elle prolifère, qui est basé sur l'instinct de découverte, l'autonomie de la recherche, l'autonomie des gens qui sont passionnés puis qui peuvent poursuivre leur passion et qui sont valorisés dans ça. Maintenant, il faut trouver comment on arrive à maîtriser cette science-là et se l'amener en société pour être capable de se bâtir et de s'instruire de l'histoire pour ça. Alors, le défi de l'éducation, moi, je pense qu'il est à ce niveau-là. On a parlé d'enjeux, puis on espère que pour nos enfants, pour nos prochaines générations, on va accorder assez d'attention à cet aspect-là dans la jeunesse, dans l'adolescence. Je fais une parenthèse sur l'adolescence. C'est Patrick Potvin de l'UQAM qui a fait une étude longitudinale sur l'intérêt des jeunes en sciences. Ça fait déjà une vingtaine d'années là-dessus. C'est fascinant comme étude. 3500 jeunes qui ont été suivis pendant 15 ans et qui ont été interrogés sur quelques centaines de mesures. Allant de l'attitude à la confiance en soi, à l'anxiété, aux perceptions, pour arriver à voir comment la psyché des jeunes, en fonction de toutes sortes de facteurs, évolue dans le temps et comment on peut intéresser les jeunes aux sciences. Et donc, à l'adolescence, justement, arrive un moment d'extrême anxiété, de perte de confiance en soi, mais abyssale. On est au creux. Puis rappelez-vous, je suis sûr que chacun vous rappelez c'est à quel âge là, où vous voulez disparaître là, le long des murs parce que vous vous sentez tellement pas approprié, puis tout le monde est bien meilleur, puis les modèles à suivre sont tellement impossibles à émuler, où on est Et ça arrive à tout le monde. Donc, ça arrive à un moment où il y a des tournants qui se prennent à l'adolescence, et c'est là qu'on doit être présent comme éducateur, comme parent, comme société, pour permettre aux jeunes de se découvrir, de se voir comme champion et comme agent de valeur pour le futur de la société. Alors, l'éducation peut jouer un immense rôle au niveau de l'adolescence aussi. Mais je reviens sur le fait que l'apprentissage, la société du savoir, c'est peut-être un des grands défis. Vous êtes professeur aujourd'hui encore. Eh bien, comment on va toujours avoir des professeurs autour de nous pour nous aider? Merci. Madame Chouinard. Alors, ça, c'était la première des 12 questions. Bon, moi, je vais répondre. Je me suis pris des notes. Évidemment, cette question-là m'interpelle énormément. Puis là, la journaliste va ressortir. Vous allez voir ça, là. Moi, je crois que le plus grand défi, c'est la rétention des enseignants. Parce qu'en fait, en ce moment, on travaille, puis vous le savez, là, vous êtes au cœur de ça. On travaille un peu, on tourne dans une roue, on recommence sans cesse. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine un article de ma collègue du Journal de Montréal qui dit que 4000 enseignants ont quitté la profession dans les dernières années. Puis ce n'est pas des départs à la retraite, là. C'est des « je lâche le bateau, ça n'est pas pour moi, je n'accepterai pas de travailler dans ces conditions-là ». Et donc ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment... Évidemment, toutes sortes de choses sont rattachées à ça, là. Mais c'est l'enjeu. Puis évidemment, la pénurie de main-d'œuvre a le dos large en ce moment. On dit « Ah, la pénurie de main-d'œuvre ». Mais ce problème de rétention des enseignants ou du phénomène de décrochage des professeurs était commencé bien avant que la pénurie de main-d'œuvre frappe au Québec de façon aussi criante qu'elle ne le fait en ce moment. Donc, tout ça part, à mon avis, d'actions pour valoriser la profession. La formation des maîtres a été revue, revue. Je sais, je suis certaine que vous en avez marre de revoir,
Mais je pense que c'est ça. Ça, pour moi, c'est le cœur, le nerf de la guerre. Je pense qu'il faut aussi avoir le courage de bien sonder la réussite scolaire. La réussite scolaire, c'est devenu un fourre-tout aussi, là. Ça veut dire une chose et son contraire. On sait que les ministres de l'Éducation, je crois qu'au cours des... j'avais calculé, mon Dieu, je ne me rappelle plus avec précision, mais il me semble que dans les 20 dernières années, il y en a eu 13. Alors, un des défis, garder un ministre de l'Éducation assez longtemps, parce que vous savez qu'ils ont la fâcheuse habitude d'avoir l'impression que lorsqu'ils arrivent en poste, ils vont réussir à sauver le système. Et donc, ils recommencent tout. Pas tous, là, mais il y en a beaucoup qui font ça. Tout à l'heure, je discutais avec une des personnes présentes ici qui me disait « Ouais, on avait tout travaillé pour la maîtrise qualifiante. Là, ça y est, une autre affaire qui sort du chapeau. » Donc ça, c'est aussi un enjeu vraiment important. Mais la réussite scolaire, la vérificatrice générale du Québec a fait un rapport dévastateur en décembre qui disait quoi? Qui disait, bien, le ministère de l'Éducation navigue à vue. Il n'a aucune idée de ce qui est arrivé avec la réussite des enfants pendant la pandémie. Et ça, je trouve ça catastrophique. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas négliger les matières essentielles. Le français, la qualité du français, à mon avis, ça doit être une des mesures phares. En ce sens-là, je suis bien prête à donner la chance aux coureurs. M. Drainville a placé la qualité du français très haut dans sa liste des 7 priorités de la priorité de la priorité, parce que vous savez que l'éducation, c'est la priorité de la priorité et des priorités de François Legault. Le plus grand risque pour moi, c'est de tout mettre à terre et recommencer. Au Québec, on a une manie de faire des réformes et je crois davantage dans l'évolution et la bonification que dans les réformes parce que malheureusement, les réformes, ça a du bon, mais parfois ça détruit des choses qui étaient franchement essentielles derrière. Comment faire? Bien, consulter, concerter, ne pas imposer, partir du terrain. Il y a des créatures comme le Conseil supérieur de l'éducation. Tu sais, David, que je suis une fan du Conseil supérieur d'éducation. Moi, là, je lis les rapports du Conseil supérieur de l'éducation comme si c'était un roman. Je sais, je suis une drôle de bibite. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, ce travail-là, parce que ces comités-là sont conçus, sont faits d'experts qui viennent des universités, mais aussi d'enseignants qui sont sur le terrain, de professionnels de l'éducation. Et ça, je trouve, pour moi, c'est un modèle. Et il y a des perles dans les rapports du CSE. Puis mon rôle dans tout ça, bien, c'est d'en parler le plus souvent possible, d'être critique, d'y accorder de l'importance, de mettre des ressources dans mon journal pour qu'on en parle et qu'on s'y intéresse, et qu'on en parle aussi en bien. Voilà. Merci. Continuez de jouer votre rôle. On aime ça. Je vais essayer. Monsieur Saint-Elmy. Bon, c'était une question très complexe. Oui. Je vais essayer de donner des réponses complexes aussi. Non, c'est pas vrai. En fait, on ne peut pas parler d'enjeux sans parler du numérique. Alors, c'est vraiment jouer à l'autruche de ne pas voir que c'est un risque majeur parce que les jeunes ne peuvent plus s'asseoir dans une salle de classe, écouter pendant 6-7 heures. C'est impossible. C'est fini, cette ère-là. Le numérique a tout changé et il faut changer nos façons d'adresser les jeunes. Et on le voit dans le milieu du travail. Si vous faites une présentation, moi j'étais chez Desjardins Capital ce matin. 30 minutes. Puis à 30 minutes claires, là, moi, j'ai des questions. Je ne peux pas attendre. Là, j'ai une réunion qui s'en va dans une... T'es chanceux, 30 minutes. Oui, oui. 30 minutes, oui, puis j'avais l'écran. Là. Il me reste encore 10 secondes, s'il vous plaît. Alors, donc, le numérique fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus impatients. Les jeunes sont impatients. Les jeunes sont surstimulés. Donc, si on ne réfléchit pas à l'impact du numérique dans la société en général et dans le domaine de l'éducation, comment est-ce qu'on l'embrasse et comment est-ce qu'on le ralentit, bien, on joue à l'autruche, à mon avis. Puis
nulle part, j'entends parler des gens de risque de numérique. Okay? Alors, dans un contexte numérique, l'art et la culture jouent un rôle primordial. Dans un contexte numérique, le sens critique joue un rôle fondamental. Donc, comment est-ce qu'on outille les jeunes à réfléchir, à dire, OK, c'est pas parce que tu as accès à plein d'informations sur Google ou ChatGPT ou peu importe ce que tu peux avoir ou sur TikTok, qui fait que tu peux pas poser des questions. Réfléchir. D'où ça vient? Pourquoi? Pourquoi c'est ça que tu reçois tout le temps? Donc, on vit dans un ère où est-ce que tout est polarisé. Donc, si je parle aux jeunes, là, tout est sur TikTok. Alors, imaginez enseigner dans un contexte comme ça. Oui, mais madame, moi, je l'ai vu sur TikTok. Hein? Alors ça, c'est un enjeu. Ensuite, la créativité. Donc, maintenant, c'est plus ma créativité, c'est la créativité des autres. Puis pour pouvoir démontrer que je suis créatif, il faut que les autres acceptent de me dire que oui, je te donne un thumbs up. Wow! OK? Quelle confiance que tu vas avoir si tu en as 10 versus l'autre qui a 10 000. Donc, l'esprit critique, qu'est-ce qui est créativité? Comment est-ce qu'on apprend la créativité à des jeunes? Donc ça, c'est tous des enjeux qu'à mon avis, dans un contexte de plus en plus numérique, où est-ce que l'accessibilité est grandissant à la poubelle, que l'esprit critique, donner un espace aux enseignants pour permettre aux jeunes de développer cet esprit critique-là, pour moi, c'est fondamental. L'autre enjeu qu'on a, c'est que on ne paie pas assez les enseignants. C'est un problème. Donc, alors, si vous voulez attirer la crème de la crème de la crème qui vont s'occuper de ce qui est ce que l'on veut qui devienne la crème de la crème de la crème aussi, bien, il faut mettre la crème de la crème en face des futures crèmes de la crème, non, n'est-ce pas? C'est complexe, mais c'est une réalité. Il faut les mettre, faut donner la chance à ceux qui ont des capacités hors normes aussi de devenir des enseignants. Mais aujourd'hui, on limite ça parce qu'on se dit, mais moi, aller faire de la formation en entreprise, ben, je suis capable d'être mieux payé que de faire de la formation à des élèves puis des parents qui vont... Donc, être compétitif au niveau de la compensation. Je ne parle pas juste des salaires, mais je parle de la compensation. Moi, si je suis un meilleur enseignant et que 10 ans après que j'ai enseigné, mes élèves reviennent toujours, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Donc, des incitatifs pour garder ces enseignants-là, puis de les encourager à développer encore plus. Deuxième problème qu'il faut revoir par rapport à ça, c'est privé versus public. OK? Maintenant, on a l'impression que si tu vas dans le public, ben, c'est parce que tu n'es pas bon pour aller dans le privé. Ça, c'est un problème. C'est vous, moi, c'est nous tous qui payons pour le privé. Ça n'a aucun sens. Alors, donc, maintenant, c'est rendu, si tu veux que ton étudiant a des chances d'aller au cégep, envoie-le au privé. Ben, voyons donc. Quel genre de système qu'on a? Alors, on a un système qui s'en va de plus en plus à deux vitesses parce que les meilleurs enseignants qui devraient aller dans les écoles parce qu'il y a le plus d'enjeux, mais ils s'en vont dans le privé, là où est-ce que les jeunes ont le moins besoin. C'est un non-sens. Et dernier, je vous jure, c'est le dernier. Il faut arrêter de penser que l'apprentissage n'est une seule façon. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Et une des meilleures façons d'apprendre, c'est par l'expérimentation. C'est d'essayer des choses. Essai, erreur, essai, erreur. Créer un environnement où est-ce que les élèves et les professeurs peuvent être en harmonie avec l'essai-erreur et de les laisser tranquilles, les laisser faire des erreurs. C'est correct d'avoir 30% dans ton mathématique, mais si tu as compris le concept, là, que 2 roches plus 2 roches, c'est 4 roches, là, mais tu ne comprends pas la théorie, mais c'est 4 roches, c'est correct. Parce que plus tard, la théorie et la pratique vont se connecter. L'apprentissage par l'expérimentation, je pense qu'on le perd de vue, puis je pense qu'il y a des pistes à explorer. Et de plus en plus, encore une fois, dans un contexte numérique, il faut que les jeunes expérimentent, il faut qu'ils essayent, il faut qu'ils frappent les murs pour être en mesure d'avancer. Donc, j'ai assez dit, désolé. On a un beau menu d'enjeux et de défis. Donc, ce sont des opportunités. Moi, je suis un entrepreneur. Tout ça, je vois, il y a des solutions partout, là. J'aime ça. Wow! J'aime ça.
On serait rendu à notre dernier thème qui va ressembler un petit peu au mot de la fin. L'enseignement, c'est une profession de cœur pour l'avenir de notre société. Je vous demanderai pour conclure, quel message vous aimeriez adresser à la jeune génération qui pense peut-être devenir enseignant? Et quel message vous aimeriez adresser aux enseignants et aux enseignantes qui nous écoutent aujourd'hui? Donc, je commencerai par Mme Chouinard. Bien, moi, j'ai beaucoup aimé le mot d'entrée de la doyenne qui faisait une énumération à la fois stimulante, mais presque un peu décourageante de tout ce qu'un enseignant doit faire, mais qui terminait en disant « Est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, je vais vous dire « allez-y pas ». Ben non, au contraire, allez-y. Puis je pense qu'on est les preuves vivantes ici, autant que nous sommes, qu'un enseignant, ça fait la différence. Fait que moi, je dirais bravo d'y penser, mais courage quand même. Je dirais aussi, si tu te lances dans la profession enseignante, outille-toi en adaptation scolaire, même si ta formation n'est pas ciblée en adaptation scolaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, les enseignants, peu importe leur bagage, font de l'adaptation scolaire sans arrêt dans une classe. Ben, c'est ça, je vous lève mon chapeau, puis j'espère que malgré les défis, vous trouvez l'étincelle dans les yeux d'un enfant qui fait la différence, puis même si la journée était dure, la semaine, le mois, l'année, les années, que vous vous dites, on continue pour cette étincelle-là. Merci. Monsieur Saint-Elmy. En fait, j'ai un message, j'ai aussi une recommandation. Je vais commencer avec la recommandation. Dans la profession d'ingénieur, la meilleure des choses, c'est de trouver un mentor. Quand tu commences comme ingénieur, tu as appris la théorie, mais ce que tu as appris, les Smith charts, là, ça vaut rien. Là. Les tables de mathématiques, les algorithmes, les logs, tu t'en souviens plus de toute façon, ça vaut rien tant aussi longtemps que tu n'es pas capable de l'appliquer. Puis avoir un mentor dans le secteur des technologies, de l'ingénierie, c'est inestimable. Et moi, mon souhait pour ceux qui étudient, c'est de se trouver un modèle, c'est de se trouver un mentor. Parce que quand ça va mal, ton mentor va te dire, ben, regarde, je suis passé par là, tu vas être correct. Ou, ben, tu es sur la bonne voie, c'est correct que tu vises des difficultés. Être en mesure d'avoir quelqu'un que quand tu es déconnecté ou quand tu as le goût de déconnecter, la personne te ramène. Puis je pense qu'on le voit beaucoup dans les secteurs privés, où est-ce qu'on a des mentors, puis qu'on a des gens qui sont passés par ces épisodes et qui nous accompagnent. Puis moi, je souhaite que tous les jeunes qui sortent de l'université, ils ont un ou des mentors qui les accompagnent tout au long de leur carrière professionnelle. Des gens qui ont fait l'enseignement puis qui y retourneraient s'ils avaient encore 30 ans. Et ce que je dirais, c'est qu'on peut oublier les notions. On peut oublier les méthodes, mais on n'oublie jamais la personne. OK? Si, en tant qu'enseignant, vous êtes la meilleure personne que vous pouvez être, vous êtes authentique et vous avez à cœur les jeunes, vous avez des fans pour la vie. Moi, Monsieur Jeune, Monsieur Yankovic, Monsieur Saba, Madame Atana, Madame Azuelos, ce sont des gens qui m'ont fait la vie dure, mais que je les adore. À chaque fois que je parle de l'enseignant, j'ai des étincelles dans mes yeux parce que ces gens-là, ils étaient authentiques, mais ils avaient à cœur ma réussite. J'oublie ce qu'ils m'ont enseigné. Hein. Je ne sais plus là, ce qu'ils m'ont enseigné en 4e année ou en 3e année, mais je me souviens, par contre, de leur humanité, puis du fait que c'était des gens qui croyaient en moi et qui inculquaient en moi des valeurs qui font aujourd'hui, qui sont fondamentales, qui fait que, pour moi, l'évolution de la société, ça passe par des enseignants. C'est les enseignants qui inculquent très tôt les valeurs d'inclusivité, de société diversifiée, juste, équitable, mais surtout équilibrée. Donc, vous avez vraiment la meilleure des professions. Et c'est dommage que des gens comme moi, ou comme Luc, ou comme Madame Chouinard,
qu'on puisse pas retourner après des années, puis de transférer ce que nous, on a appris, puis de partager ça avec les enseignants, avec leurs élèves, parce que pour moi, c'est une perte, malheureusement. Merci de votre message. Et maintenant, M. Sirois. Wow! C'est extraordinaire, hein? Être enseignant, c'est être le passionné de la culture et du savoir. C'est être ceux et celles qui ancrent l'identité de soi, la confiance en soi. C'est ceux qui allument, qui sont capables, comme Franz, de faire du théâtre, d'être expressif, de capter l'attention, d'allumer. Donc, le conseil, c'est d'être de ces passionnés du savoir, ceux qui vont rendre infiniment vivant, infiniment intéressant, infiniment captivant de toutes sortes de façons la matière, le savoir, ce qui doit être appris. Parfois, c'est pas comme en donnant un bon spectacle. Nos professeurs, parfois, les plus passionnants, n'étaient pas particulièrement spectaculaires. Certains l'étaient. Certains, on se rappelle tous de ce professeur de sciences qui faisait des expériences extrêmement dramatiques en classe. On se rappelle tous de ces professeurs de théâtre qui étaient très colorés. Mais on se rappelle aussi de ce professeur d'histoire assez taciturne, mais qui était passionné. On se rappelle aussi de ce professeur d'écologie qui était très structuré et qui avait une passion infinie pour le détail de l'écologie, de la plante, et qu'une Madame Azuelos, on s'en rappelle d'eux et leur amour de leur domaine, leur amour du savoir, c'est ce qu'ils nous ont transmis. Parfois avec éclat, parfois avec humilité. En sortant aussi des sentiers battus, on parle de l'innovation, on parle d'enseigner l'innovation, le savoir-faire et la créativité, mais d'être capable de se l'approprier aussi. Il y a toutes sortes de façons où des professeurs sortent un peu des sentiers battus, prennent avantage des partenaires comme nous, des gens autour d'eux, des parents qui sont peut-être plus constructifs, qui amènent des ressources, des milieux aussi qui sont accueillants, des façons d'amener des moyens nouveaux d'apprendre, des façons différentes d'apprendre et de rejoindre les façons différentes des jeunes de prendre contact et d'apprécier la société, l'environnement, la science, les entreprises. Et c'est ça les conseils à donner aux professeurs. Je pense c'est de cultiver, de faire vivre cette passion-là, de devenir les héros, les héroïnes du savoir dans les yeux des jeunes, de le faire de façon spectaculaire ou très humble, mais de le faire avec authenticité, de le faire avec le désir profond d'être bienveillant, de toucher le cœur des jeunes, puis de changer leur avenir. Ce sont des messages très inspirants que vous nous livrez. On a posé beaucoup de questions à nos invités. Je me tourne maintenant vers les participants dans la salle. Vous avez peut-être envie de répondre à certaines des questions qui ont été posées aux invités. Vous avez peut-être envie de poser des nouvelles questions à nos invités. Donc, je vous inviterai, si vous avez le goût de prendre la parole, à vous approcher du micro, à vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes et à nous parler. C'est gênant, hein, le premier. C'est gênant. Il faut toujours quelqu'un qui brise la glace. Il faut poser des questions. Alors, posons-en une pour commencer. Merci à vous trois. J'ai entendu beaucoup de choses vraiment porteuses de sens, d'espoir. Je retiens bienveillance, droit à l'erreur, mentorat, donc des idées comme ça qu'on pourrait mettre davantage de l'avant. Je m'excuse, j'ai enseigné ce matin. Justement, j'ai plus beaucoup de voix. On a les 7 orientations de notre nouveau ministre de l'Éducation. On a maintenant les 12 travaux de Mme Chouinard. Alors, si un jour vous vous présentez aux élections, je vote pour vous, Mme Chouinard comme future ministre de l'Éducation. J'enseigne en adaptation scolaire, donc avec des étudiants qui vont être orthopédagogues, qui vont travailler avec ces élèves dont on entend beaucoup parler, surtout ces temps-ci. J'entends centre de service scolaire où on demande
des enseignants sans brevet pour travailler avec des classes d'adaptation scolaire au secondaire. J'entends, par exemple, le fait qu'on esquive la 6e année pour envoyer directement ses élèves en classe d'adaptation scolaire avec des difficultés là, tout venant. Est-ce qu'au Québec, on a baissé les bras par rapport aux élèves qui présentent un handicap, un trouble d'apprentissage, des difficultés? Est-ce qu'on les dévalorise? Est-ce qu'on en fait suffisamment, finalement, pour les accompagner, les soutenir, essayer de les porter vers le haut? C'est un questionnement que j'avais en tête en vous entendant. Bien, est-ce qu'on en fait assez? Non. La réponse est non. Mais j'ai l'impression que il y a un problème de diagnostic, puis je ne parle pas du diagnostic des enfants eux-mêmes, mais de diagnostic de la situation qui a pris une ampleur telle qu'on arrive très mal maintenant à la documenter et à la comprendre. Est-ce qu'on a abdiqué? Écoutez, moi, je ne suis pas dans les classes, puis je lève mon chapeau, encore une fois, à tous ceux et celles qui y sont. Mais je me souviens d'avoir vu dans des classes où je suis allée comme observatrice très chanceuse, dans des classes spéciales, j'ai vu des petits miracles, vraiment, où des enfants, grâce à cette classe spéciale, grâce au fait ils étaient seulement 6, 7, avec un problème grave de dysphasie, par exemple, avec une personne qui ne faisait que ça, les soutenir, bien, ces enfants-là avaient une chance dans la vie à cause du fait qu'ils étaient dans une classe spéciale. Mais j'ai aussi vu des enfants dont les parents refusaient la classe spéciale, parce que vous savez que c'est un débat chez les parents qui veulent, puis à bon droit, que leurs enfants évoluent dans un milieu régulier avec des enfants réguliers. J'ai aussi vu des enfants qui avaient des problèmes importants, mais qui ont eu les ressources et qui, grâce à ça, ont réussi à avoir une scolarité extraordinaire. Fait que je pense que puis je suis loin d'être une experte, là, je vous donne mon avis d'observatrice de base, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de diagnostic au départ et que la situation a pris une telle ampleur qu'on n'est plus trop capable de faire ce qu'il faut, en fait. Là. Mais il me semble y avoir urgence de ce côté-là. Je rajouterais peut-être, c'est peut-être pas qu'on a démissionné, mais je pense qu'on a sous-investi dans l'infrastructure, mais aussi dans les outils nécessaires. Parce que, tu sais, si je prends mon exemple, moi, j'ai été diagnostiqué comme élève en difficulté d'apprentissage, et pourtant, je n'avais pas de difficulté d'apprentissage. C'était pas un diagnostic, c'est l'opinion de quelqu'un à l'époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, ben, il y avait les enseignants avaient assez de temps et assez de flexibilité pour faire un programme adapté pour moi. Moi, ce que j'avais besoin, c'était un contrat de me pousser dans le derrière pour aller apprendre le français et l'anglais. Vous comprenez que je l'ai appris assez, quand même. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. On court vite, ça va vite, le processus va vite, puis on n'a plus le temps d'adapter les programmes en fonction des besoins des élèves. Et ça, pour moi, c'est les outils qui manquent. Et ça, c'est des choses qui sont faciles à régler. C'est une question d'investissement. On n'investira pas plus d'argent qu'on investit ailleurs. Actuellement, c'est rediriger l'investissement de façon efficiente et efficace. Parce que ce qui peut arriver, c'est que souvent, vous avez des jeunes que quand ils trouvent leur voie, je prends l'exemple de mon plus vieux, il a 17 ans, c'est un enfant de 29 septembre. Okay? Vous comprenez que tout de suite, là, il va être catégorisé parce que, bon, il est avec des plus vieux, il est immature. Ça lui a pris jusqu'à l'âge de 16 ans, l'année dernière, parce qu'il a trouvé sa vocation. Vous savez qu'est-ce que c'est? Il pète des scores en mathématiques. Il a découvert qu'il était très bon en maths, en sciences maintenant, des matières où est-ce qu'il avait à peine capacité d'avoir 30-40. Parce que j'étais désespéré moi-même. Je me dis, quel enfant que j'ai fait. Pourtant, je suis bon en maths. Mais la réalité, c'est que ça lui a pris plus de temps avant que ça se débloque. Et c'était très facile de démissionner, comme vous le dites, sur un enfant comme ça, parce qu'effectivement, ça lui prend beaucoup plus de temps. Mais quand il a trouvé sa voie, aujourd'hui, c'est le même élève qui est premier de classe
et qui on considère que, bon, potentiellement, il pourrait aller dans un programme très enrichi en sciences maintenant. Alors, il faut se donner le temps. Il faut se donner le moyen de se donner le temps. Puis ça, je pense que c'est une question d'infrastructure, c'est une question d'investissement aux bonnes places. Parce que les jeunes, il n'y a aucun jeune, à moins que tu aies vraiment un problème psychotique, il n'y a aucun jeune qui ne peut pas apprendre. Il n'y a aucun enseignant qui veut laisser non plus un jeune dans la détresse, mais il faut leur donner les outils. Tout à fait. Ah, une autre intervention. Bonjour, mon nom est Linda Binette. J'ai enseigné pendant plus de 25 ans l'éducation des adultes dans 2 commissions scolaires. J'étais professeure de maths et de sciences. Et disons que ce que je peux dire, c'est que le système, moi j'ai trouvé ma valorisation auprès de mes étudiants, qui sont aujourd'hui parce que l'éducation des adultes, l'âge varie de 16 ans à 60 ans et plus, là. Alors, c'est très diversifié comme clientèle. Puis aujourd'hui, beaucoup de mes étudiants sont rendus infirmiers, infirmières, parce que j'enseignais la chimie et les sciences physiques à ces personnes-là. Et puis, je peux dire que moi, ma valorisation, c'est auprès d'eux que je l'ai obtenue. C'est pas avec le système. J'ai enseigné dans 2 commissions scolaires. Et pourtant, j'avais passé une partie, j'ai même fait la moitié du programme de DESS en administration scolaire. J'aurais pu aller là, mais j'étais passionnée par l'enseignement des sciences et des maths. C'est là qu'était ma voie. J'ai fait des expos sciences. Je suis allée jusqu'à l'Université de Sherbrooke en 2001 présenter les résultats de cette expo science-là à l'ACFAS. Alors, c'est ça, c'est que j'avais une collègue qui était docteur en mathématiques aussi, puis on était des passionnés. On n'aspirait pas nécessairement à des tâches administratives. Donc, le système nous voyait comme des personnes sans ambition. C'est dommage à dire, là, mais je l'ai vécu. Moi, j'ai été 25 ans dans le milieu. Il faudrait que, encore une fois, il ne faut pas généraliser. J'ai eu des gens qui m'ont valorisé. Mais le système, dans l'ensemble, ne favorisait pas, la profession enseignante n'était pas plus valorisée que cela. Et puis, je trouve qu'avec la réforme en éducation, qui a eu du bon, je suis allée en France cet été. Je suis allée parce que maintenant, je me définis comme chercheure indépendante et j'écris des livres. Et puis, je suis allée à Toulouse présenter une conférence en éducation dans un colloque international. Et puis, je suis allée à Compiègne aussi, parce que mon premier livre a été sélectionné dans la sélection du prix Roberval en France en 2017, qui chapeaute tous les ouvrages à caractère scientifique écrits en français. Ça regroupe toute la francophonie internationale. Puis je parlais justement avec le directeur de l'Université de Compiègne. L'UTC, c'est l'Université de technologie de Compiègne, qui disait qu'il y a des contenus, même en mathématiques, qui avaient dû être amenuisés, amoindris à cause de cette approche qui ne fait pas assez de place au contenu disciplinaire, et puis qu'eux-mêmes, en France, ils devaient se battre contre les gouvernements qui les obligent à adopter ces approches-là. Il y a du bon dans ces approches-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon. Madame Binette, on est chanceux. C'est l'année de l'innovation franco-québécoise. Fait que on va pouvoir échanger beaucoup sur comment innover en éducation en partageant les uns les autres. On ira faire un tour à l'université là-bas, apprendre de leurs leçons là, de ce côté-là. Bravo. Bravo, merci. Oui, merci. Bravo. Juste en terminant, juste la façon qu'on a maintenant de l'enseignant, c'est un formateur, c'est un accompagnateur. Je ne dis pas que c'est pas vrai, là. L'approche socio-constructiviste, comme monsieur le disait, c'est bon que les gens construisent un peu leur apprentissage, mais l'enseignant qui a fait tant d'années d'université, soit dit en passant, je suis diplômée de Polytechnique aussi. Et puis, je peux vous dire qu'on est quand même passé tant d'années à se casser la tête, à apprendre les sciences. On ne peut pas être un peu des spécialistes de contenu aussi. Je termine là-dessus. Merci. Merci, madame.
Monsieur Loyola. Merci, bonsoir. Écoutez, voilà, je pense que la question que notre collègue vient de poser s'aligne bien dans l'ensemble de préoccupations que je voulais exprimer. Je vous ai entendu, et je me souviens très bien, vous aussi, en 2001, nous avons eu la réforme, et cette réforme a apporté la fameuse approche dite par compétence. Et elle est là toujours. D'ailleurs, à l'université, dans les universités au Québec, il y a des facultés dites professionnelles, et puis il y a des facultés qui sont dans une perspective qui ne vise pas l'application immédiate ou bien la formation professionnalisante d'un métier ou bien d'une profession, mais qui laisse la base pour la suite des choses. Mais l'approche par compétence, et là je voulais, de façon très, très honnête et respectueuse, ne pas être d'accord avec madame qui vient de poser la question, c'était une promesse. C'était une promesse qui venait pour justement faire un effort pour motiver, pour donner du sens au contenu. Et puis, de façon très franche, je ne pense pas que cette approche, dite par compétence, voulait oublier les connaissances. Au contraire, cette logique dite par compétence, oui, c'est vrai, elle vient de l'industrie ou bien elle vient du secteur privé. D'accord? Mais les enseignants ont quand même une relative autonomie. Ils sont capables de décider de quelle façon opérationnaliser, conceptualiser des situations où les petits, les grands et les adultes peuvent, eux, oui, construire des connaissances et donner du sens au contenu dit essentiel. Donc, je voulais ici donc tout de suite exprimer que les enseignants, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, pendant presque 21 ans, plus que ça, ont essayé d'imaginer comment aménager une situation qui n'est pas du tout, comme notre doyen disait, la transmission des connaissances. Oui, les connaissances sont là, il faut absolument qu'on puisse s'en servir, mais de façon absolument importante, donner de vie aux connaissances. Et ça signifie, dans une perspective de être pragmatique sans être utilitariste. Et c'est ça l'effort qu'on fait tous les jours à l'université, c'est de donner cette vision à la critique, autonomie, à la créativité, justement sans oublier les contenus essentiels qui, si ça n'existe pas, nous ne pouvons pas parler de développer les compétences. Donc c'est faux donc de dire que cette fameuse approche oublie les connaissances, au contraire. Et donc je vous pose la question, mes amis, parce que je sais que Marie-André Chouinard, que je lis beaucoup dans Devoir, je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était vous-même, qui avait une position contraire à cette fameuse approche. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans cette perspective. Mais je voulais là, vous me ramenez à quel écrit, là? On est en quelle année, là? Non, c'est parce qu'effectivement, il y a une critique très forte à cette approche. Oui. Je pense qu'il faut critiquer beaucoup. Mais il faut penser que les enseignants, ce sont des gens qui essayent de faire son effort pour aménager et oui, donner du sens aux connaissances qui sont essentielles, nécessaires, obligatoires pour que ça puisse avoir un sens pédagogique. Parce que c'est ça le défi pédagogique. C'est de transformer la matière, qui est quelque chose qui n'est pas accessible directement, d'une façon, si vous me permettez, pas magique, mais qui suscite, qui fait émerger. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, la personne s'approprie, parce que vous ne pouvez pas du tout transmettre connaissance directement, mais vous pouvez aider les gens à apprendre. Et c'est ça le métier. Mais quelle est votre position par rapport à cette fameuse approche? Oui. S'il vous plaît, chacun. Oh. Bien, écoutez, rapidement, moi, honnêtement, ce que vous dites, avoir un socle de connaissances puis leur donner du sens à travers des façons d'enseigner, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense par ailleurs que ce fameux débat, qui malheureusement a encore un peu cours, a créé des chapelles qui s'opposent, les pour, les contre, puis on a un petit peu perdu l'essentiel peut-être à travers ça. Et dans les classes aujourd'hui, je suis certaine que et connaissances et compétences se côtoient au quotidien. Mais dans toutes les réformes que le gouvernement a mises en place, il y a toujours une chose qui l'oublie et qui, à mon avis,
oublie, c'est trop fort, néglige, et c'est la formation des enseignants. Et donc, lancer des réformes, mais sans faire descendre le concept, des exemples, des outils, des manières de le mettre en œuvre, bien, ça fait en sorte que parfois, on finit par perdre. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'on a perdu l'origine de cette réforme qui avait bien de l'allure, là, puis je suis absolument d'accord avec vous. Puis c'est devenu quoi? C'est devenu des positions qui s'affrontent, alors que dans le fond, les gens ne sont pas si loin les uns des autres et que dans la classe, les choses se passent rondement. Alors, c'est très résumé. Si vous voulez, on pourra en reparler. C'est dur pour des gens qui ne sont pas, comme toi, des observateurs assidus de ce qui se passe dans le monde de l'éducation pour pouvoir commenter correctement là-dessus. Mais comme parent, comme citoyen, force est de constater que parfois j'ai l'impression qu'on sous-estime la capacité de nos enfants d'apprendre. En voyageant, en vivant, l'ensemble des connaissances que je réalise nous manque. La compréhension de l'histoire contemporaine, la compréhension de la culture, de la compréhension des sciences humaines, des phénomènes politiques, des phénomènes sociologiques, la maîtrise de la physique et du savoir-faire qui vient avec. Ben, je me dis, aïe, aïe, il me semble que nos enfants auraient été capables d'en prendre plus. Puis c'est des anecdotes, hein, c'est des anecdotes. Moi, je me rappelle arriver à l'université, puis j'avais fait le maximum de tous les parcours enrichis qui étaient possibles de faire. J'avais fait le calcul 3, j'avais fait calcul intégral 2, j'avais maxé là, tout ce qui était faisable de faire dans le parcours éducatif, puis d'arriver avec des collègues et étudiants internationaux, puis d'être à la traîne. Je dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'il y a ce niveau d'ambition qu'on peut peut-être penser. Bon, c'est peut-être pas pratique là, comme dans le contexte difficile qu'on vient de décrire, puis de défis pour les enseignants, mais je pense que de valoriser la transmission des connaissances, là, il y a un socle, comme tu le dis si bien, important, qui devient une espèce de référent pour une vie puis pour une société. C'est intéressant. On prendrait une dernière intervention, Madame Aymon. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions et vos propos. Je vais retourner sur certains mots que vous avez dit. Vous avez parlé beaucoup de créativité, d'innovation, de curiosité aussi. Et donc, ces termes sont très importants, mais je pense qu'il faut les mettre en valeur aussi à la formation de base, là, la formation en enseignement. Donc, pour que nos enseignants puissent aussi transmettre cette possibilité, c'est possible, aux jeunes dans les classes. J'interviens, moi, en didactique des arts plastiques. Donc, déjà dans mes cours, je vois les jeunes qui disent, qui s'en vont, qui apprennent à être des enseignants. « Ah, je peux pas. Moi, je peux pas faire ça. C'est les spécialistes. » Donc là, déjà, dans notre façon de voir la créativité, c'est pas juste en art, c'est dans tous les domaines. Donc déjà, se mettre dans une case, de dire, je peux pas m'approprier, de tolérer l'ambiguïté, d'être à la recherche de multiples réponses, de la divergence de pensée, qui s'applique pas juste aux arts, mais qu'on travaille. Et là, ce qu'on renvoie, c'est de dire, ben c'est pas pour moi. Pourtant, puis là, je pense à Garine, le bien-être, les arts, ça fait partie de la profession enseignante. Il faut se l'approprier pour être capable ensuite de le vivre avec nos élèves. Donc, il y a quelque chose à faire à la base. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Si vous me permettez, je voudrais réagir ici. Comme gestionnaire, dans la vie, quand on devient
moi j'ai été entrepreneur, gestionnaire, j'étais aux grandes écoles de gestion, j'ai appris à gérer des gens. Bon. Mais à un moment donné, on apprend, ou bien par, ou bien par l'expérience, ou bien par la science, bien, qu'il y a cette dualité-là fondamentale dans l'ADN des individus que vous mettez en lumière aujourd'hui avec ça dans la profession de professeur. Il y a des individus pour qui l'ordre, la structure, la prévisibilité, le détail, la précision sont importants. Et d'autres pour qui l'exploration, l'intuition, la curiosité, les possibilités, l'ouverture est ce qui prime. Ces gens-là veulent se détruire l'autre. Cette façon de ne pas se comprendre, cette façon de ne pas comprendre comment certains individus sont pas à l'aise dans ce contexte-là que vous exprimez et de vous entendre vous exprimer sur comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ces aspects-là. À un moment donné, moi, je me suis réconcilié avec ça. Puis comme gestionnaire, puis comme humain qui travaille avec des gens, ben j'ai plutôt appris à dire, il y a comme un gris entre les deux, il y a une cohabitation importante, puis il y a une compréhension mutuelle qui doit s'établir, puis dans l'ensemble, on arrive à aller plus loin. On pourrait continuer toute la semaine, mais il va falloir s'arrêter. Ceci dit, vous m'avez rappelé l'odeur de la gouache en vous écoutant. Donc, il me reste à vous remercier chaleureusement, Mme Chouinard, M. Saint-Elmy, M. Serrois. Merci infiniment pour vos propos très inspirants. Merci à vous de votre participation. Merci, et je vous laisse entre les mains de la doyenne. Merci à tout le monde d'être là. À mon tour de remercier nos panélistes et les enjeux une partie des enjeux que vous venez d'énumérer. Ils ne fonctionnent pas? Je ne suis pas actrice, donc Oui, vous m'entendez maintenant? OK. Donc, une partie des enjeux que vous venez d'énumérer font partie d'un article que nos collègues ont publié à l'occasion de la Semaine des enseignants. Donc, j'invite tout le monde, oui, j'entends ça. J'invite tout le monde à aller lire l'article parce qu'il fait le tour d'un bon nombre d'enjeux. Et Madame Chouinard, vous avez mis le doigt sur un enjeu qui nous préoccupe beaucoup. C'est la rétention des enseignants qu'on qualifie, qu'on forme pendant des années avec beaucoup d'amour et qui quittent la profession très rapidement. Et je vous invite à notre table ronde de ce jeudi qui porte sur cette question et sur cet enjeu. Donc, on a la... Excellent. Donc, sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie de cette soirée. Donc, on passe à la partie de la remise des prix. Vous me permettez pour... Donc, on a deux catégories de prix. Le premier prix est attribué aux enseignants et aux enseignantes qui accompagnent nos étudiants et étudiantes durant leur stage. Alors, ce prix est décerné à une enseignante et à un enseignant. Donc, on me dit qu'il y a une seule personne qui est présente des deux lauréats. Donc, j'invite Madame Sophie Lebel, enseignante à l'école primaire Laurentide du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, de venir nous joindre. Et Madame la vice-rectrice, je vous invite à remettre le prix. Ça aussi. Ça aussi. Oui. Je peux avoir ma stagiaire. Bien sûr. Bien sûr. Excellent. Le deuxième lauréat qui n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est M. Martin Lessard, enseignant à l'école secondaire Paul Arsenault, au Centre de service scolaire des affluents. Félicitations et merci à M. Lessard.
Le deuxième prix souligne l'engagement et le côté innovant de nos diplômés. Donc, des enseignants. Oui, on se rejoint dans les enjeux. Ce prix est décerné à deux de nos diplômés, un enseignant et une direction d'école. Donc, j'invite M. Ismaël Sek, enseignant en adaptation scolaire à l'école Lucien Pagé, au Centre de services scolaires de Montréal. Donc, merci pour tout. Merci. Un autre diplôme. Et un trophée. L'élève dépasse la main. On en a toujours à apprendre. j'adore. C'est papa. C'est mon neveu. Oui, venez. Venez sur ça. On fait une photo avec. Oui, la postérité. Peut-être un futur enseignant. Le deuxième lauréat, c'est M. Carl Vaillancourt, directeur de l'école primaire Saint-Paul, au Centre de services scolaires de Laval. Alléluia, il est partant. Donc, je pense que ceci nous amène à la fin de l'événement. Donc, merci à nos trois lauréats et à notre lauréate. Merci à nos panélistes. Vraiment, c'était fort intéressant et ça nous donne le goût de poursuivre et on va le faire. Merci à toutes les personnes présentes et un merci tout spécial quand même aux personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, notamment Katia Akraman et Stéphanie Laurent qui est présente avec nous. Merci beaucoup. Donc, la semaine des enseignants et des enseignantes se poursuit et on a encore des activités. Donc, je vous invite à aller sur notre Facebook. Il y a tout un menu d'activités. Et la prochaine activité, c'est une table ronde portant sur l'insertion professionnelle des enseignants et la rétention. Donc, l'objectif est d'identifier des solutions pour réduire le décrochage des enseignants. Donc, je vous invite toutes et tous, c'est commodal, donc vous pouvez vous joindre à nous par Zoom ou venir à la Faculté des sciences de l'éducation. C'est pas comme ça, mais vous allez trouver des personnes très accueillantes. Okay. Madame la doyenne, est-ce que je peux vous inviter à être créative et innovante avec nous? Bien sûr. Alors, monsieur le photographe, je vais vous demander de venir ici, derrière la scène. Et là, on va prendre un immense selfie de groupe, mesdames et messieurs. On va prendre une photo de groupe, mais là, on va le faire avec vous tous dans la photo avec la doyenne Pascal. Attention, il ne faut pas reculer, par contre. Ben oui, allez chercher la bonne lentille. Moi j'ai toujours ma lentille sur moi, donc on va y aller comme il faut, comme ça, hein, comme nos élèves. Comme nos élèves, mesdames et messieurs. Alors, tout le monde, on applaudit bien fort nos organisatrices. Voilà! Voilà, alors, ben oui, alors, ben voilà. Félicitations pour l'organisation. Voilà, merci, on les applaudit. Merci Pascal, merci. Bravo.